Il réclame la fin des attaques contre Gaza et du partenariat de l'UGA avec l'université Ben Gourion. Comme sur d'autres campus, des étudiants et personnels ont de nouveau manifesté ce vendredi sur le domaine universitaire grenoblois. Ils accusent l'État et les universités d'être silencieux et complices. En attendant une autre affectation prévue dans 3 ans, la ville de Grenoble a confié les clés de la partie sud de l'ancien IUFM, l'Institut de formation des maîtres, à la correspondance. À terme, une vingtaine de structures s'y retrouveront pour travailler, mais aussi pour créer une vie de quartier. Et puis, le tout ski n'est plus dans les tuyaux. Lors du dernier Mountain Planet, la ministre des collectivités, Dominique Faure, s'est dit prête à soutenir le projet d'un ascenseur valléen à l'Alpe du Grand Serre. La députée de l'Isère, Marie-Noëlle Battistel, qui travaille sur le dossier, est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 3 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Columbia, Sciences Po, UGA. Comme il y a 2 jours, plusieurs dizaines d'étudiants et de personnel de l'UGA ont manifesté ce vendredi dans plusieurs bâtiments pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Ils protestent aussi contre le refus de l'UGA d'autoriser le 23 mai une conférence de Rima Hassan, militante La France Insoumise, franco-palestinienne, dont d'autres prises de parole ont déjà été annulées sur d'autres campus. Un nouveau lieu est en cours d'étude. En période de partiel et pour le coup les étudiants se rejoignent au mouvement, on a des actions qui sont courtes, c'est l'objectif, on a des actions qui sont calmes, qui sont pacifiques, c'est l'objectif aussi. Et donc ça prouve que vraiment les étudiants aujourd'hui, non, c'est pas une petite minorité contrairement à ce que dit la ministre, c'est pas une petite minorité qui s'inquiète de ce qui se passe. En fait toute la population étudiante est consciente qu'il y a un génocide en cours et que c'est à nous d'agir pour que ça cesse, puisque ce qui est important pour les universités françaises c'est de construire la paix. La fac, la LUGA aujourd'hui nous met beaucoup de bâtons dans les roues pour qu'on tienne des minutes de silence, ça a été refusé, elle a voulu censurer une partie des tracts qu'on avait qui parlaient juste de ce qui se passait, des massacres des populations civile, et puis plus largement, c'est une université qui traîne énormément à juste ne serait-ce que faciliter l'accueil des étudiants qui ont dû s'exiler de Palestine parce qu'il n'y a plus d'université à Gaza. On est pour un embargo pour les armes, on est pour un cessez-le-feu de manière directe. Il n'est toujours pas appliqué, en fait, c'est grave. La Cour de justice internationale a tranché. Il y a un risque génocidaire avéré. Alors pourquoi les bombardements continuent? De manière locale, on a des revendications bien concrètes. L'UGA est partenaire avec Ben Gourion. C'est une université qui est grandement impliquée dans ce qui est en train de se passer, dans les massacres qui sont commis à Gaza. L'université a un pouvoir de choisir avec qui elle fait ses partenariats. Et en fait, au moment de la guerre avec la Russie, les partenariats ont été suspendus. Et on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas la même chose, étant donné qu'il y a des violations du droit humanitaire, que l'ONU elle-même a pointé tout ce que l'État d'Israël fait à Gaza et à quel point la situation était catastrophique. Et c'est des choses qui ont été faites en Scandinavie, en Italie. Il y a des universités qui ont rompu les partenariats. Et c'est une façon de mettre la pression à l'État d'Israël pour montrer que la jeunesse n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Et la jeunesse du monde entier, en Europe et aux États-Unis y compris. L'offensive israélienne en Palestine aurait fait, selon le Hamas, 35 000 morts. Sur les 250 personnes kidnappées le 7 octobre, 129 sont toujours aux mains du mouvement islamiste armé. L'ancienne gestion d'Alpexpo dans la ligne de mire de la justice, 10 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende requis jeudi par le tribunal correctionnel de Grenoble contre Catherine Calmel, 8 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende contre Alain Pilot et 6 mois et 5 000 euros contre Klaus Abfast, toujours lui élu à la ville dans la majorité. Le ministère public estime que la directrice d'Alpexpo et les présidents qui se sont succédés entre 2012 et 2015 n'ont pas respecté les règles de la commande publique. C'est un peu technique. Catherine Calmel est également poursuivie pour abus de biens sociaux. Le délibéré a été fixé au 2 juillet. De la formation des professeurs des écoles à l'accueil d'associations. Vendredi et samedi, le 30 bis avenue Marcelin Berthelot à Grenoble ouvrira ses portes au public pour l'inauguration de la correspondance. Entre les arrêts de tram Mounier et MC2, un nouveau lieu qui veut faire vivre le quartier. Mirko Pesci. Dans le prolongement de l'écoquartier Flaubert de Grenoble, les bâtiments de l'ancien institut de formation des maîtres, longtemps fermé au public, retrouvent un élan avec la correspondance. Un tiers-lieu avec 800 mètres carrés de bureaux qui regroupe 22 structures, associations ou entreprises dans un projet d'occupation transitoire.
Une occupation transitoire, ça a deux grandes fonctions. D'une part, ça permet d'ouvrir un lieu et de ne pas le laisser entièrement fermé pendant le temps entre l'arrêt de son activité initiale et sa démolition, reconstruction, réhabilitation. Et d'autre part, ça permet de préfigurer aussi des choses, d'imaginer comment sur un lieu comme ça au cœur de ville, il peut y avoir des activités associatives, culturelles, sportives qui cohabitent, qui coexistent. La correspondance réunit des structures autour de 4 thématiques: culture, insertion, sport et transition écologique. Les occupants louent les locaux à la Sagesse, l'aménageur de la ville de Grenoble. Pour les 90 personnes occupant les lieux, c'est l'occasion de se lier et de créer des projets communs. On voulait en fait créer un pôle hip-hop. Et là, la correspondance nous a déjà permis en fait, de créer ce centre ressources avec une salle de danse, des salles de pratique et où on accueille des compagnies, des stages. On a aussi tout un réseau partenarial aussi qui se crée ici, qui est très bien avec la Crique Sud, etc. L'Éléphane fait partie des premiers occupants des lieux. Cette épicerie a eu l'idée de fusionner consommateurs et acteurs. Chaque client est membre de l'épicerie et chaque mois, pour acheter, il faut donner 3 heures de son temps et gérer les tâches de la supérette. Et là, en fait, je suis en train de vérifier la commande. Vérifier pour voir si on a bien tout ce qu'on a demandé et tout. Donc, il suffit de cocher ensuite si c'est bon ou pas. Et puis, si c'est pas bon, le signaler, quoi. C'est facile à caser. Là, la livraison, par exemple, c'est un créneau de 3 heures. Donc, ça veut dire que pour ce matin, j'aurais fait mon créneau, quoi. Les structures occuperont les lieux jusqu'à fin 2027. La section nord de l'ancien bâtiment sera démolie pour faire place à des habitations, dont des logements sociaux. Et pour faire la fête ce week-end, un marché des artistes, des jeux, des ateliers, des concerts, des spectacles et des stands de dégustation. L'agenda sportif du week-end et on commence par le foot version américaine. C'est au stade Lesdiguières avec les Centaures de Grenoble qui reçoivent les Dragons de Paris samedi à 19h pour le compte de la 9e journée du championnat de 2e division. C'est la grande fête du vélo qui se prépare dans le pays voironnais, du sprint, des grimpés chronométrés, des garçons, des filles, des juniors et des expérimentés comme Geoffroy Bouchard. Chacun sa course au 3e tour du pays voironnais samedi et dimanche autour du lac de Paladru, samedi matin au col des 1000 Martyrs, samedi après-midi et toute la journée de dimanche autour de l'hôtel de ville de Voiron. Et puis c'est sans doute l'une des plus belles courses du territoire alpin. La Sky Race des Mathésins revient régaler les amateurs de dénivelé et les amoureux du patrimoine naturel. Le long de crêtes vertigineuses de la Matésine, c'est à applaudir sur place ou à suivre en direct sur Télé Grenoble dimanche à partir de 8h15. Bien perché aussi, Benjamin Védrine est l'invité exceptionnel ce dimanche de l'émission Grand Air. Dans quelques jours, l'alpiniste haut alpin s'envolera pour le Pakistan avec un double objectif, établir un record de vitesse sur le K2, le 8000 mètres le plus difficile de la planète, en gravissant la montagne à la journée sans oxygène, puis décoller en parapente depuis le sommet, ce qui n'a encore jamais été réalisé. Un défi très risqué. En 2022, lors d'une précédente tentative de record sur le K2, l'alpiniste haut alpin avait frôlé la mort. J'ai eu un grave souci en fait à partir de 8300 mètres. J'ai eu une hypoxie sévère, donc c'est ni un œdème cérébral ni un œdème pulmonaire. Mais dans tous les cas, ça a atteint le cerveau et ça m'a provoqué du coup une altération de la conscience, une fatigue excessive soudaine. Et ça, c'est les dernières images avant que j'ai ces problèmes. Et malgré tout, en fait, j'ai continué à monter après le Sérac Bottleneck qu'on voit ici même, au-dessus du Sérac Bottleneck jusqu'à à peu près 8400 mètres. Mais je vous avoue que ces souvenirs, je m'en souviens quasiment pas. Donc, pour le film, on a reconstitué ces images pour donner un petit peu l'ambiance de ce que j'ai vécu là-haut. Donc, heureusement, j'avais une certaine conscience qui me permettait de pouvoir passer d'une corde à une autre sans faire de mauvais pas. Mais par contre, j'aurais pu rester dans le sens où je me laissais aller régulièrement, en fait, en position fétale. Je me laissais aller. Et c'est des personnes qui étaient dans l'ascension, qui ont prévenu des personnes qui descendaient, et ces personnes-là m'ont aidé, m'ont assisté en fait, m'ont réveillé d'une certaine manière, et puis m'ont motivé à redescendre, et puis m'ont aussi, notamment c'est le cas d'un Mexicain, ils m'ont gentiment prêté de l'oxygène pendant quelques temps. Et en fait, l'hypoxie sévère, c'est un problème qui se résolve très rapidement, c'est-à-dire qu'une fois que je suis retourné à 8300 mètres, où il y avait du coup un peu plus d'oxygène et puis j'en consommais moins puisque je descendais, eh bien j'ai retrouvé tous mes esprits.
Et pour les gens qui veulent regarder l'émission Grand Air, c'est ce dimanche à 20h. Et pour les personnes plus normales, prendre du plaisir en montagne, c'est bien souvent autour de la maison et souvent dans une station de sport d'hiver. Mais malgré ce que nous laisse penser la météo en ce moment, le réchauffement climatique est bien en marche et pourrait bien conduire un certain nombre d'entre elles à se renommer station de sport tout court. À l'Alpe du Grand Serre, dans le massif de la Matésine, on y réfléchit depuis longtemps à cet avenir. Au dernier Mountain Planet, la ministre des collectivités, Dominique Faure, a demandé aux principaux acteurs de revoir le projet d'aménagement pour l'orienter vers un ascenseur valléen. On va en parler avec vous, Marie-Noëlle Battistel. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes députée de l'Isère sur ce territoire et vous êtes en charge d'un groupe de travail sur la question. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez peut-être nous rappeler quel est le contexte à l'Alpe du Grand Serre ? Alors l'Alpe du Grand Serre, c'est une station qui a 85 ans, donc une ancêtre, qui est une station plutôt familiale avec quand même un grand domaine et puis une particularité puisqu'elle elle avait 4 centres de vacances qui fonctionnaient, il y en a 3 aujourd'hui, donc on a eu l'habitude d'y accueillir beaucoup d'enfants, à la fois l'été, à la fois l'hiver. Et l'autre particularité, c'est que c'est une station dont les acteurs économiques sont quasiment tous pluriactifs. Ils ont une autre activité l'été et l'hiver, le ski aujourd'hui, qui les conduit pour équilibrer finalement leur budget personnel. Et tous disent qu'une des activités sans l'autre ne leur permettrait pas de vivre. Et donc c'est vraiment un maillage de ce territoire et une économie qui est très imbriquée à la fois par le tourisme hivernal et puis l'agriculture et notamment toutes les entreprises de travaux publics, bûcheronnage ou charpente pour beaucoup d'entre eux. Ça concerne combien de personnes à peu près ? Alors on a évalué à peu près 200 emplois induits sur cette station de ski. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, il faut réfléchir à l'avenir. Et c'est donc l'objet de ce projet et la venue de la ministre qui finalement posait un cadre un regard peut-être nouveau sur le projet que nous étudions avec la communauté de communes depuis 2 ans. Avec la communauté de communes de la Matésine. Oui. Donc je fais des échanges avec la ministre assez régulièrement sur ce projet. Je tenais vraiment à ce qu'elle puisse venir se rendre compte sur place et échanger avec les différents acteurs économiques, ce qu'elle a fait. Elle a été très sensible à la détresse humaine qu'il y avait autour de cette station et surtout de l'incertitude de son avenir. Donc le projet, il est vraiment tourné vers une diversification et préparer cet avenir qui va s'imposer à nous. Elle démarre cette station à 1350 mètres d'altitude pour culminer à 2100. C'est une autre particularité de cette station, c'est qu'il y a vraiment froid-chaud, enfin chaud-froid presque. Voilà, deux pôles, 2 salles, 2 ambiances qui sont vraiment très différentes. On le voyait très très bien puisque de 1300 à 1600 à peu près, on a eu très peu de neige qu'on n'a pas pu maintenir toute la saison. Par contre, au-dessus de 1600, on a skié jusqu'à la fin de la saison sans aucun enneigeur artificiel. Donc c'était de la neige naturelle sur laquelle on a skié sur ce domaine, ce qui fait dire à la ministre qu'en fait, le pôle en bas va devenir peut-être inexploitable dans quelques années et qu'il faut donc préparer l'avenir en pouvant monter tout public, toute saison sur ce domaine d'altitude et surtout l'été qui constituera un pôle de rafraîchissement de l'agglomération grenobloise par exemple parce que les chaleurs qu'il fait maintenant l'été sont quand même assez insupportables pour tout public. Alors, c'est le moyen de transport qui va peut-être évoluer par rapport au projet qui était initialement prévu. La ministre a évoqué un ascenseur valléen. Ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu à l'origine. Qu'est-ce que ça peut changer ? Alors, ce que ça change, c'est que la définition des ascenseurs valléens, elle date un petit peu. Elle date d'avant la période où on ne skiait plus toute la saison à 1300 mètres. Et donc, il y a nécessité à la faire évoluer, cette définition. Et c'est ce que la ministre a demandé à son cabinet de regarder comment on pouvait définir ces ascenseurs valléens du futur sur un transport tout public, toute saison. Et j'ai envie de dire, elle s'est vraiment inscrite dans un projet expérimental. Donc, on n'a pas vocation à s'inscrire dans un cadre, mais plutôt à faire évoluer le cadre avec ce projet pour
présenter finalement une opportunité à toutes les stations de moyenne montagne, puisque l'été, on a un vrai potentiel sur l'altitude et on a un gros problème sur l'Alpe du Grand Cerf. Vous avez vu le côté station, mais juste en face, nous avons le massif du Taillefer qui subit une surfréquentation estivale depuis quelques années. On a de grosses difficultés à gérer et ce qu'on souhaite avec ce projet, c'est un report de cette fréquentation sur ce domaine aménagé l'été pour laisser un peu de respiration aux biotopes et aux espaces naturels sensibles du Taillefer qui sont vraiment dévastés actuellement. La ministre a souligné aussi le coût du projet initial. Elle a dit que c'était trop cher. Pourquoi celui-ci pourrait être moins cher ? Alors, le projet, il a été évalué à 24 millions d'euros, comprenant à la fois, évidemment, le porteur, mais aussi les aménagements autour du porteur et toutes les activités estivales qui pourraient être développées. Donc, tout ne peut pas et peut-être ne sera pas porté par la collectivité. Il y aura forcément des initiatives publiques, privées qui se coordonneront autour de ce projet. L'essentiel de l'investissement, c'est quand même le porteur. Et sans le porteur, en fait, on ne peut pas développer ce qu'on a prévu de faire et en tout cas de pas permettre à tous les publics de pouvoir se rendre en altitude, à la fois l'hiver tant qu'on peut skier, mais surtout l'été, j'ai envie de dire, où on pense vraiment que le développement de ces activités l'été sera extrêmement important et peut-être basculera en termes de fréquentation en nombre de fréquentations. Oui, ce qu'a dit Dominique Faure aussi, c'était que l'État ne serait pas forcément amené à s'engager financièrement, qu'il faudrait aller chercher des partenaires du côté de l'Europe. Vous parliez de privé, mais également de collectivités un petit peu plus grosses. Alors, c'est le tour de table financier qu'elle est en train de faire autour de à la fois les fonds européens, mais peut-être aussi le fonds vert ou d'autres fonds de l'État. Elle n'a pas dit que l'État ne s'engagerait pas. Le fait d'avoir cet ascenseur valléen, oui, ça permet de débloquer des fonds verts, parce que si on part sur le tout ski, on se dit ça va pas marcher, c'est un peu fini. Oui, il faut voir au-delà. Elle a vraiment vu que c'était pas du tout ski. C'était pas du tout tourné, puisque ensuite on démantèlera tous les équipements actuels, ce qui permettra d'avoir... Y compris ceux d'en haut Non, mais pas ceux d'en haut, ceux du bas. Ceux sur lesquels on a skié tout l'hiver, évidemment, qu'ils ont encore un avenir. Mais sur le bas de la station, ça permettra d'avoir aussi une renaturation naturelle qui sera très appréciée dans ce village de moyenne altitude. Mais elle n'a pas dit que l'État ne serait pas financeur, mais que l'État ne serait pas financeur à la hauteur de ce qu'il manque aujourd'hui. Et donc, le tour de table financier est important. Il y a aussi la Caisse des dépôts qui, normalement, accompagne les collectivités, qui doit aussi, elle le pense, s'engager à nos côtés et ensuite se répartir la charge entre les collectivités et les futurs exploitants et les privés qui souhaiteront installer des activités ludiques. Ou, en tout cas, on espère vraiment que ce pôle qui était un pôle hivernal familial devienne aussi un pôle estival familial. Pour cet hiver, l'hiver prochain, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre à l'Alpe du Grand Cerf ou pas ? Oui, alors cet été aussi, puisque l'été, il y a le VTT. Et l'année prochaine, oui, il y aura un fonctionnement avec une DSP qui est en train d'être lancée. De service public. Voilà, donc il n'y aura pas de problème pour les 2 ans à venir, le temps que la réflexion aboutisse véritablement. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'espère que ce sera posé, le cadre sera posé avant ces 2 années, mais plutôt sous l'échéance d'1 année. Voilà, vous devriez vous revoir fin mai, début juin. Voilà, et j'ai un échange avec le cabinet de la ministre la semaine prochaine pour la tenir au courant de ce qui se passe à la fois sur le terrain dans ce mois-là et elle de ce qui se passe dans son cabinet pendant ce mois-là aussi. Merci beaucoup Marie-Noëlle Battistel, c'est un sujet qu'on suivra évidemment avec attention. Merci. Donc si on parlait ce soir, Lucille Dailly reçoit Green Radio, des jeunes animateurs qui sensibilisent avec humour, caractère et bienveillance à l'urgence climatique. On y est aussi. Coralie Beltram et Jason Bondu, 2 artisans isérois qui modernisent les traditions ancestrales de la vannerie et de la bijouterie avec un savoir-faire made in Isère. Et puis les organisateurs de l'Échiroloise, course populaire et solidaire au bénéfice des Blues Roses et de la Ligue contre le cancer, qui aura lieu le 2 juin à la Franche Verte. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.